au Brésil, Jaurès parle, il parlait en français. Il n'est pas traduit au Brésil parce qu'il s'adressait surtout à la communauté des immigrés français brésiliennes. Et il n'y restait aucune trace. Puis Jaurès est allé en Uruguay, il a fait 3 conférences. Et aussi, il n'est resté aucune trace parce que les forces politiques étaient encore à ce moment-là faibles. Il y avait quelques groupes socialisants, il y avait une personnalité comme Emilio Frugoni qui était député, le premier député socialiste uruguayen qui l'avait accueilli à Montevideo, et il n'y a resté aucune trace. Et en Argentine, particulièrement à Buenos Aires, il y avait un parti qui existait, le Parti Socialiste Argentin, qui existait depuis 1896, qui lui l'a accueilli avec à sa tête le grand Juan Berrusto, qui est en quelque sorte le Jean Jaurès argentin, et qui a fait avec ses camarades, qui a l'accompagné pendant toute sa tournée, et qui a pris en sténo tout ce que disait Jaurès, qui l'a traduit, et qui dès le lendemain, dans le journal La Vanguardia, qui était le journal du Parti Socialiste Argentin, éditer des conférences de Jean Jaurès et permettait que tout ça rencontre succès. Non seulement nous avons retrouvé les textes, mais nous avons retrouvé aussi des photos inédites de ce voyage, et quelques-unes sont proposées dans cet ouvrage. On en a d'autres, et on organisera sans doute une soirée. J'entends des applaudissements, je crois que ça vaut le coup d'applaudir, parce que si vous saviez toute la chaîne militante qui a permis ce travail, nos camarades argentins, nos camarades uruguayens, et Jean-Michel Antonio, tous ceux qui en France ont permis cet ouvrage, il y a là un fil invisible qui nous relie entre ceux qui faisaient le travail en 1911. Antonio Di Tommaso, qui était le traducteur en français de Jean Jaurès, qui a permis que cet ouvrage existe, et puis tous les copains, j'en dirais, je les citerai tout à l'heure, qui ont permis que cet ouvrage soit traduit. Ça montre là qu'il y a un siècle plus tard quelque chose qui nous relie. Quand on a reçu ces photos et qu'on disait que pour la première fois depuis un siècle, on les revoyait, vous en avez quelques-unes de ce Jaurès arrivant à Buenos Aires, ce Jaurès accueilli par les camarades, de ce Jaurès parlant dans le théâtre de l'Odéon où il a donné ses conférences. Là, on avait le sentiment, excusez-moi de cette prétention, mais que la grande histoire vous prenait aussi et que nous, on permettait à ce que la pensée de Jaurès continue d'être une réalité vivante encore aujourd'hui. Et on était quelques-uns à avoir la gorge un peu nouée et les yeux humides à dire merde. Là, franchement, il y a de quoi être fier. C'est lui qui aura fait ici, en tout cas à la fin. Non seulement c'est un travail, c'est un travail extrêmement difficile. En plus, il faut le dire, on est allé rapide parce qu'au début de l'été, on s'est dit il faut le faire. Les copains ont travaillé d'arrache-pied, c'est un travail colossal. Et je crois qu'il faut les remercier parce que, bon voilà, sans eux, le livre n'aurait pas existé. Donc merci à vous, et maintenant la parole à Jean-Luc. Merci Alexis Corbière est le premier adjoint du 12e à Paris, il est conseiller de Paris, parti de gauche bien sûr, et il est historien, dans un métier professionnel. Je ne sais pas ce que tu peux avoir de plus proche de moi dans cette condition sociale. Donc j'espère que les plus anciens et ceux qui sont de ma génération vont savourer cet instant un peu précieux où l'on voit ceux qui ont traduit, qui sont de la jeune génération, et ainsi on voit, comme l'a dit Alexis, dans le fil du temps, la parole profonde du grand fondateur du socialisme moderne, aller du cœur en cœur et d'esprit en esprit jusqu'à la nouvelle génération de combattants qui va la porter un peu plus loin, comme chacun d'entre vous le fait. Cette dimension humaine du socialisme combattant qui à cette époque mêle dans un même mot l'idéal communiste et l'idéal socialiste, puisque nous sommes avant la Grande Guerre pour laquelle Jaurès va perdre sa vie, puisque Jaurès est assassiné pour la raison qu'il est un des derniers à tenir tête et à refuser l'idée qu'il est inéluctable d'aller à la guerre. Il le fait dans des conditions qui sont moralement terribles, car personne ne peut effacer la souffrance qu'est l'occupation allemande de l'Alsace-Lorraine, terre française, et il doit continuellement tenir compte dans sa manière de parler de l'internationalisme et de la nécessité de tendre la main aux travailleurs allemands à travers l'international socialiste, du fait qu'il y a quand même une réalité, qui est que l'Allemagne occupe le département français. Et bien sûr, l'ennemi ne cesse de l'accabler sur ce thème. Il est l'agent du Kaiser parce qu'il est internationaliste et qu'il est pacifiste. Les calomnies sur son compte n'ont cessé. Par exemple, comme vous le savez peut-être, Jaurès était tout
d'une femme qui rentre de ses enfants, qui elle est catholique pratiquante. Et dans un geste d'amour et de tolérance, il permet que ses enfants soient baptisés et ensuite fassent la communion. Et aussitôt, la droite se déchaîne contre lui et toutes les caricatures de Jaurès, vous le voyez avec une bouteille de vin dans la poche, c'est pas parce que c'était pas l'ivrogne, c'est le vin de messe. Et donc on se moquait, on disait, Monsieur Jaurès, vous êtes un hypocrite. Vous dites, vous défendez la laïcité, mais en fait, vous faites, évidemment, comme d'habitude, hein, ils mélangent tout, on dit, vous faites des cérémonies religieuses pour vos enfants. Ben oui, on peut être laïque et croyant, mais les bourgeois ont intérêt à faire croire que la foi, le raisonnement matérialiste et la laïcité s'opposent à la foi et au secret du cœur. Bien sûr, c'est leur intérêt, parce que c'est ce qui permet de couper, comme toujours, diviser, opposer les êtres les uns aux autres. Voilà quel est le grand Jaurès. Et quand il part, dans le livre de Max Gallo, on voit cette phrase de cet homme qui ne cesse d'être sur les chemins. Moi-même, je m'en plains, mais comme c'est facile pour moi, je monte dans le TGV, 2 heures après, je suis à Lyon. Lui, c'était une expédition de descendre à Carnot, de remonter et d'aller et de venir. Tandis que moi, en 1h15, 1h30, je suis à Strasbourg, et là, je m'ennuie à mourir. Mais, comme vous le savez, lui avait beaucoup à faire. Et alors, il part, comme a dit Alexis tout à l'heure, il part, la vérité c'est qu'il part parce que c'est le seul moyen de ramener des sous pour l'humanité, pour que le journal de la classe ouvrière puisse continuer à apparaître. Et quand il part, il envoie un petit mot d'émotion terrible, il écrit à ses proches, à sa famille, à son épouse, il lui dit, aimez-moi quand même, je suis jamais là, je le sais bien, mais aimez-moi quand même, j'ai besoin de votre amour pour aller dans la lutte si dure que je mène. Donc je reste par ce voyage. Et il fait tout ce que vous savez. On vous a raconté l'histoire, comment on a déduit, nous, on cherchait les textes de Jaurès, on n'en trouve pas. Mais on trouve ceux de Clémenceau. Ah oui, il y a le journal de Clémenceau qui a été... Alors lui, c'était pas pour aller féliciter les travailleurs, hein, de Clémenceau il a été. Mais il a été en 1911, je vois une photo, on le voit sur la même scène que... On se dit donc, il y a des photos de Jaurès. Et Raquel Garrido, qui est d'une opiniâtreté à totale, c'est d'ailleurs sans doute pourquoi elle était PG, elle n'a pas lâché le morceau tant qu'elle n'a pas eu tout retrouvé, et les éditions originales, au bon grammage, pour qu'on puisse vous les montrer et les recevoir comme on l'a reçu cette nuit au local du parti de gauche. Vous voyez petit à petit le trait du grand Jaurès apparaître, un siècle plus tard, puisqu'il se trouve, hasard de l'histoire, que ça fait donc un siècle. Quant à moi, je me trouve uni à cette histoire de plusieurs manières. Chaque fois que je me rends en Amérique latine, il faut aller se ressourcer. Car l'Amérique latine est terre jumelle de l'Europe latine. Or, je ne vais pas me lancer dans des odes à l'intimité, ce n'est pas le sujet. Et déjà, Juan de Justo félicitait Jaurès de ne pas être venu leur casser les pieds avec des odes à la latinité quand il est venu faire ses conférences, il est venu parler de la classe ouvrière, je vais vous dire comment. Mais il y a quelque chose de fondamentalement commun entre l'Amérique du Sud et l'Europe latine. C'est naturellement la racine latine, mais ce sont d'autres choses. C'est la référence à la loi et au droit écrit. C'est le fait que le mot révolution n'est pas un mot qui signifie pagaille, désordre ou exotisme, comme ça peut l'être dans l'Europe du Nord, où les révolutions n'ont jamais eu le contenu universel qu'elle a eu dans l'Europe latine, et en particulier et singulièrement dans la grande révolution de 1789, qui pour la première fois n'est pas une révolution au nom des Français. Au demeurant, ils ne parlent pas la même langue à cette époque, ils ne jurent pas les mêmes dieux, ils n'ont pas les mêmes unités de mesure. Ils ne font pas la révolution au nom du peuple français, ils le font au nom de l'humanité, c'est-à-dire des droits universels. C'est en ceci que la grande révolution de 1789 est la matrice de toutes les révolutions émancipatrices qui depuis ont jalonné l'ère moderne. Et c'est pourquoi Goethe dit, il était sur la colline de Valmy, et l'on voyait ces pauvres gens qui affrontaient une armée professionnelle, qui fort heureusement pour nous avait marché sous la pluie, il y avait la dysenterie qui aidait. Et eux n'avaient jamais tenu de leur vie en fusil, ils étaient là avec des pics, des fourches, des faux, et quelques munitions qu'on leur avait distribuées. Et quand la canonnade a commencé et qu'elle parcourt toute la ligne de crête des collines de Valmy, à ce moment-là, les pauvres diables qui sont là et qui sont morts de peur parce que les autres leur tirent dessus, se mettent à crier « Vive la nation !» Et la nation, ça ne veut pas dire le nationalisme, ça veut dire vivre la souveraineté populaire. Parce que c'est la nation contre le royaume.
Et ce qui est contre le royaume, c'est le peuple tout entier faisant les lois et s'opposant au veto du roi, on le verra plus tard, et c'est ce qui va distinguer la droite de la gauche. Et à ce moment, Goethe, qui est là, dit « De cet instant commence l'ère moderne ». L'ère moderne, c'est cette histoire du peuple surgissant sur la scène de l'histoire et qui prétend en occuper toutes les fonctions. C'est de cela dont nous sommes héritiers et dont nous cherchons à chaque instant à retisser le fil, nous nourrissant des enseignements de ceux qui nous ont précédés dans la lutte, car personne ne doit avoir l'arrogance de croire que le monde commence avec lui, ni le pessimisme de croire qu'il s'arrête avec lui. Nous sommes des passeurs. Et nous avons chacun à tenir notre place dans la ligne de combat aussi honnêtement que possible, aussi bravement et loyalement que possible, avant de passer le fanal de combat à la génération qui suit. Me voilà donc allant pour, je ne sais pas si c'était la 17e fois ou la 18e fois en Amérique du Sud, pour aller à la rencontre des grandes révolutions qui sont en train de se dérouler et dont le fil conducteur est celui-là même que j'aurais décrit dans ces conférences. Il dit l'histoire de la démocratie pour le mouvement socialiste se concentre en un seul mot. C'est l'exercice de la souveraineté populaire, l'exercice de la souveraineté politique par le peuple. Le peuple tout entier fait la loi qui dès lors s'applique au peuple tout entier puisque tous ensemble on en a décidé. Cette idée, elle est le fondement de l'idée de nation. Je vais y venir dans un instant, mais je veux d'abord finir mon récit pour peut-être donner à quelques-uns de nos camarades l'occasion de eux-mêmes participer à cette couture de l'histoire. Donc, y voilà parti. La fois d'avant, j'avais pris comme fil conducteur les pauvres. Les pauvres, c'est une catégorie sociale impensée dans le marxisme et de même dans notre civilisation contemporaine. On considère que les pauvres, c'est la marge du système. C'est l'endroit où le système, en quelque sorte, s'abolit, s'anéantit. Mais ce n'est pas une catégorie sociale capable d'autonomie politique. Car seule la classe ouvrière au travail en serait capable. Et les grandes révolutions actuelles de l'Amérique latine traitent les pauvres comme une catégorie sociale capable d'autorité et de souveraineté politique. Et nous avons à y réfléchir dans un pays qui compte d'ores et déjà 8 millions de pauvres, parmi lesquels 3 millions de travailleurs salariés. Les pauvres ne sont pas une catégorie inerte, c'est une catégorie sociale et humaine dont nous avons le devoir politique de restituer l'autonomie et la souveraineté politique. Et c'était mon fil conducteur. La fois d'après, je vous avais tous saoulé avec les pauvres. Mon organisation de l'époque, le PRS, avait fait plusieurs textes sur la place de la pauvreté. Et je me dis cette fois-ci quel va être mon fil conducteur. Je choisis l'influence de la Grande Révolution sur les révolutions en Amérique latine. Merci Alexandre. Alors, ça c'est pas très difficile à trouver. D'abord, comment, vous savez, il faut savoir, toujours s'interroger comment matériellement les choses. Il ne faut pas être matérialiste de fait. Il faut l'être d'une manière constante. Matérialiste, cela signifie dans le courant de pensée du matérialisme historique. Et non pas, comme le disent les églises et Madame Martine Aubry, amis des biens matériels. Cette confusion des vocabulaires suffit en général à signaler l'origine philosophique de ceux qui parlent. Alors, le matérialisme, comment la déclaration des droits de l'homme est-elle arrivée en Amérique latine? C'est intéressant à savoir, ce sont les nôtres qui l'ont rédigée. Et peu avant que Napoléon fasse l'immense stupidité d'envahir l'Espagne, qui a fracassé la maturation progressive qui se faisait des Lumières à l'intérieur du peuple espagnol, des peuples d'Espagne pour être plus exact. Cette maturation a été brisée par l'invasion militaire. On n'exporte pas les idées à la pointe des baïonnettes. Cette vérité proclamée par Robespierre et vérifiée par Léon Trotsky lorsque l'armée rouge est passée en Pologne ne cesse d'être vérifiée tout le temps dans l'histoire, et j'ai le regret de vous annoncer que le moment venu, nous n'exporterons pas, nous non plus avec des baïonnettes, nos idées à l'étranger. Mais n'empêche, le travail avait été fait. Et les Lumières ont beaucoup plus difficilement qu'ailleurs atteint l'Espagne bigote, où avait travaillé avec la férocité qu'on connaît l'Inquisition. Cependant, un groupe d'hommes avait constitué une espèce de cellule pour faire le complot contre le Bourbon d'Espagne. Et ce complot avait été démasqué, et la petite cellule, qui était peut-être une loge maçonnique, je n'ai jamais pu le savoir vraiment, tous ses membres ont été arrêtés et déportés, devinez où, à Caracas, au Venezuela.
et mis en prison. Il se trouve que le directeur de la prison était un esprit éclairé. Et cet esprit éclairé a permis que ces gens continuent à comploter ensemble, et ils ont traduit en espagnol la déclaration des droits de l'homme qui venait d'être proclamée et qu'ils avaient emmenée avec eux. Et comme on ne pouvait pas l'imprimer à Caracas, colonie espagnole, elle fut imprimée à la Guadeloupe française. Colonie française, esclavagiste, comme vous le savez. Deuxième partie de l'épisode. Les Noirs français avaient été libérés de l'esclavage par une première décision de notre Assemblée. Vous allez voir, j'espère que de parenthèse en parenthèse, je ne vous tiens pas toute l'après-midi. Les esclaves n'ont jamais été esclavagisés par le peuple français. Le brave peuple français, la seule et unique fois où on lui a demandé ce qu'il en pensait. C'est un officier de cavalerie qui l'a fait dans un tout petit village de Haute-Saône, qui s'appelle Champagné. Il était en vacances et il avait expliqué aux gens qui se trouvaient là qu'on capturait des Noirs en Afrique et qu'on les mettait en esclavage dans le Nouveau Monde. Ce dont les gens étaient indignés, quoiqu'il n'ait aucune espèce d'idée de ce que pouvait être un Noir. Et alors, il les avait emmenés pour leur montrer sur la crèche qu'il y avait Balthazar, qui est l'un des rois mages noirs. Voyant ça, les braves gens qui étaient là, sur le parti communiste, acceptent de signer tous le premier texte qui est paru dans notre pays, porté par le peuple, à la seule fois où on lui a demandé son avis, qui a été de dire « Nous refusons que l'on traite d'autres êtres humains de cette manière. Ils sont, et le mot éclate, ils ne sont pas autrui, ils ne sont pas l'autre. Pour la première fois, on lit dans un texte, ce sont nos semblables. Nous sommes semblables par nos besoins, nous sommes semblables par notre humanité, nous sommes des êtres humains, quelle que soit la couleur de notre peau, et donc nous sommes fondés à être égaux en droit. C'est la racine matérialiste de la laïcité, de l'unité et de l'égalité, c'est la similitude des êtres humains entre eux dans leurs conditions humaines. Je reviens donc à ce texte qui passe de la prison de Caracas à la Guadeloupe, où est arrivé entre-temps le délégué de la Convention qui est venu libérer tout le monde. Il porte un nom incroyable, il faut le croire, ça ne s'invente pas une histoire pareille. Il s'appelle Victor Hugues. Et pour annoncer la couleur, il a installé la guillotine à l'avant du bateau qui aborde la terre esclavagiste. Naturellement, ça se passe très mal. Il hésite, comme dans toute révolution, il y a des gens qui hésitent, et il a à choisir entre la modération, qui ne donne jamais rien, qui est possédant, et la force. Pour finir, il opte pour la force, qui était l'attitude la plus raisonnable à avoir. Et il crée la révolution, tant et si bien que les esclaves libérés deviennent la hantise de tout le vieux continent, du continent sud-américain, car on les appelle les negros franceses. C'est les pires de tous. Ces gens sont d'une hardiesse inouïe. À peine libérés, ce sont de misérables paysans. Ils ont été soumis à l'esclavage. À peine libres, ils manifestent toute leur identité humaine en voulant pour les autres ce qu'ils ont obtenu pour eux-mêmes. L'émancipation, la liberté, la République, c'est les pires de tous. Ils montent dans des bateaux et les voilà partis à 3 bateaux, devinez quoi faire, attaquer le Venezuela. Ils partent à 3 bateaux attaquer le Venezuela pour imposer la leyes de los franceses, es decir, libertad, igualdad, fraternidad, república et abolition de l'esclavage. Tout le programme de la révolution. Et les gens, vous avez compris, c'est pas la peine que je vous traduise. Donc, il y a un arrêt qui interdit que quelque noir que ce soit, qui a mis plus une heure le pied sur une terre française, mette le pied en Amérique latine, en Amérique du Sud, parce que c'est un danger ambulant. Et en 1795, il se trouve que éclate à Buenos Aires, où va arriver, vous voyez le temps, la chaîne, le film, où va arriver après, Georges Jaurès, éclate ce qu'on appelle le complot des Français. Il y a là 3 Français. Un criollo, c'est un gars du coin, un métis, et un anglais qui ont fait un complot. Et voici en quoi a consisté le complot. Ils ont écrit sur des feuilles que bientôt allait éclater une révolution qui rendrait tous les hommes frères. Et ils ont été collés ça partout dans Buenos Aires, ce n'était pas une grande surface à l'époque, et la ville est très incertaine puisqu'elle change de localisation assez régulièrement. Ils sont arrêtés du fait de l'ordre du vice-roi, et on apprend horreur que le cas des Français est plus grave encore que celui de 2 autres,
car ceux-là ont fait quelque chose d'absolument insupportable. Ils ont trinqué avec d'anciens esclaves et ils ont appris à lire et à écrire à l'un d'entre eux, ce qui est l'abomination de l'abomination, car comme vous le savez tous, c'est par la culture et l'éducation que chemine la liberté. Donc on les arrête et on rend bonne justice. Les 2 Français sont expulsés, l'Anglais aussi, et le métis est pendu. Voilà comment se pratiquait la justice à cette époque. Vous voyez, le fil a été ininterrompu. Je vais aller bien sûr plus vite, sinon on passe l'après-midi. Mais là, vous avez la grande révolution qui traverse l'Atlantique. Et par ces chemins détournés, ces quelques personnes, celui-ci qui est brave, celui-là qui traduit un texte, l'autre qui imprime, chemine la grande idée qui fait qu'au moment où le cadre de l'indépendance, absolument tous les libertadores, tous sans exception, sont nourris des lumières de la Déclaration des droits de l'homme. Bolivar, San Martin, tous, un derrière l'autre, sont des hommes des lumières. Le général Miranda a servi dans nos armées, et notamment à Valmy. Son nom est inscrit sur l'Arc de Triomphe. C'est un vénézuélien. Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Et vous voyez comment tout ça s'est noué. Donc moi j'y vais, tout ça je la connais, cette histoire de la racontation de l'homme. Et je me dis, mais il me faudrait bien un socialiste. Je me rappelle de cette aventure de Jean Jaurès, que j'ai lu dans le Jean Jaurès. Et je sais qui est Jaurès. Et quelle confirmation j'en ai eu depuis. Si vous me demandez pourquoi je commence par vous parler de la Grande Révolution de 1789, c'est que Jaurès voyait lui aussi les choses comme ça. Et il dit, le socialisme, dans le texte qui s'appelle Civilisation et Socialisme, le socialisme est depuis son origine une force, un élément actif de la civilisation humaine. Il est intimement lié, depuis ses débuts, au grand mouvement de la Révolution française qui a engendré la démocratie européenne. Depuis le tout premier jour de la Révolution, lorsque, après que la bourgeoisie eut proclamé la formule théorique des droits de l'homme et du citoyen, elle en restreignit le sens en retirant de l'organisation du système électoral leurs droits politiques à des millions d'hommes qualifiés de citoyens passifs, se produisaient déjà des manifestations dans lesquelles on reconnaît l'accent des revendications socialistes. Des voix s'élevaient pour crier leur indignation contre ce privilège de la propriété, proclamant que les droits de l'homme étaient supérieurs aux droits et aux prétentions de la propriété. 1910, nous sommes toujours dans ce film, nous disons la même chose. Donc Jaurès fait ce lien et on l'interroge sur 2 questions, raison pour laquelle nous avons décidé de prendre le risque de cette traduction. Car véritablement, il fallait de l'audace. Il ne suffit pas de prendre un texte et de le traduire. Déjà, il faut le faire. Les textes doivent toujours être contextualisés. Notre ami Alexis Corbière a fait un document initial pour que vous les placiez dans leur ordre chronologique, que vous sachiez de quoi il s'agit. Je crois qu'il faudra s'en remettre à la fin, à la traduction et au travail scientifique. Ce n'est pas que celle-ci est manquée de qualité. Bien au contraire, mes camarades ont sacrifié leurs vacances pour faire cette traduction, comparée entre les textes. C'est bien, c'est de leur âge de se passionner de cette manière, puisqu'au bien ça continue à l'être. Et les textes ont été comparés de toutes les manières possibles, mais ce sera l'édition de notre camarade Candard et du cercle d'études jaurésiens qui auront une valeur définitive. Mais ce qui m'a poussé, voyez-vous, d'abord c'est que les copains savaient que les textes existaient, ils en avaient marre qu'on les leur cache, mais c'est que nous avions 2 thèmes. Le thème numéro 1, c'est... Mais qui c'est qui gueule comme ça? C'est déjà assez pénible comme ça. Alors, le thème numéro 1, c'est celui de la nation, et le suivant, c'est celui de l'immigration. Je pense qu'il n'y a pas de question plus actuelle, et nous avons besoin d'entendre sa voix, pour savoir comment lui se repérait, pas parce que nous serions des dévots, qui aurions besoin que régulièrement on vienne nous présenter le décalogue du socialisme, hein, les 10 commandements du socialisme que Jean Jaurès aurait reçus sur la montagne. C'est pas le sujet, mais justement pour trouver une intelligence vibrante, allant, tâtonnant dans les ténèbres et le fouillis du quotidien. Voilà pourquoi on voulait entendre Jaurès. Que de choses il partage avec nous. Il y en a au moins une que je vais vous lire juste pour vous faire trouver. Il parle de l'ère moderne. Ah, c'est toujours comme ça. C'est le moment où on ne retrouve pas la citation. Voilà, si je la retrouve. Lui-même, il dit ça. Je n'ai pas la prétention de donner des recettes toutes faites. J'ai déjà dit aux journalistes, j'ai
déjà dit aux journalistes de Buenos Aires qui m'ont interrogé que lorsque je suis arrivé à Rio de Janeiro, alors que je n'avais pas encore abandonné le paquebot, un journaliste moderne s'est précipité sur moi, son stylo et son carnet à la main pour me demander « Que pensez-vous de l'Amérique du Sud ?» Eh bien, dis Jaurès, je ne suis pas encore prêt pour répondre à cette question. En effet, il n'avait pas encore poussé terre. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de similitudes entre ce qu'il vivait et ce que nous sommes obligés de subir. Alors vient la question de la nation. Je serai moins long car rien ne vous épargnera d'avoir à lire. Et je m'adresse à ceux qui en ont perdu l'habitude. On ne peut pas être bon combattant de la liberté, du socialisme et de l'égalité, bon compreneur de son temps, si on ne travaille pas, si on ne lit pas, et on doit lire le crayon à la main, apprendre et apprendre toute sa vie pour s'éduquer, pour se rendre meilleur à l'égard des autres et à l'égard de soi-même. Le socialisme n'est pas seulement une addition de bons sentiments, quoiqu'il faille avoir de bons sentiments et assez de cœur pour être dans la lutte révolutionnaire du socialisme. C'est un savoir qui s'appuie sur des expériences qui nous ont coûté du sang et des larmes et que chacun d'entre nous doit réincarner pour le passé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, le grand Jaurès est confronté à la question de la nation. Dans un endroit, il faut vous le représenter. Il se trouve que mon grand-père s'y trouvait. Il n'a fait qu'à y passer, il est allé, il ne savait plus comment revenir. Ils se sont débrouillés entre eux. Il y a là, comme il a dit tout à l'heure, Corbière, 18% seulement des gens sont nés là. Tous les autres sont de passage. Et pourtant, il s'agit de faire une nation. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être argentin? Comme dirait l'infâme Besson, ou l'ignoble Hortefeux, qu'est-ce que c'est d'être français? Et vous avez toujours un crétin pour dire « ça se mérite, tu l'as mérité comment toi ?» Attends, retrouvez dans ce verso. Donc Jaurès doit trouver la réponse, rappelez-vous. Il est surveillé de près par tous ceux qui s'attendent à ce qu'il dise quelque chose qui va nier l'identité française du département d'Alsace et Lorraine. Donc c'est pas évident de formuler des choses dans ces conditions. Après je vous parlerai de notre Et voilà la réponse. Dans notre conception à nous, matérialiste et républicaine, nous appartenons à ce long courant dans le temps qui va chercher sa racine au 5e siècle avant notre ère, dans les premiers matérialistes, dans Démocrite, dans Épicure. Et nous nous opposons à l'autre courant qui prétend que les choses sont d'elles-mêmes et par essence. Si bien que le président de la République française nous fait la honte d'aller à Latran, y recevoir la folklorique distinction d'abbé d'honneur de la paroisse, autrement dit faire supercurer du pape, dans la paroisse de Latran. Et là, il nous déclare que la nation française est chrétienne. Il demande qu'on réfléchisse à ce que la République doit à l'ancien régime. Et vous trouvez toujours des gens pour dire oui, il y a un lien entre les deux, peut-être bien, il y a au moins une unité géographique, elle est relative. Car les frontières du royaume et les frontières de la République n'ont cessé de changer. Il y a une langue, oui, mais elle a changé à plusieurs reprises. Monsieur le Président n'a pas l'air de savoir que ce qui fait sens, ce n'est pas la continuité, c'est la rupture. Ce qui fonde la nation française, c'est la République et pas l'inverse. C'est donc le contrat. La nation n'est donc pas une essence ethnique. On ne naît pas français. On est avec une carte d'identité française qu'on aura à l'âge auquel on a, et on le devient par un processus d'intégration à quoi? Pas à des mœurs, pas à une civilisation, pas à une langue. Non, Monsieur le Président de la République, je mets un peu la question de la langue de côté. Mais non pas à des mœurs et à une civilisation, comme l'a dit Nicolas Sarkozy. On le devient parce qu'on intègre la communauté légale, point barre, fondée sur un contrat politique, liberté, égalité, fraternité. Voilà. Et on me demande rien d'autre. Camarades, vous devez tenir bon cette ligne. Parce que c'est la seule qui rend possible le patriotisme.
On défendra la patrie républicaine parce qu'elle est républicaine. C'est-à-dire parce que nous y sommes tous à égale dignité pour établir la loi qui s'imposera à tous. Mais si ça devenait la patrie ethnique des Français de toujours, des Français de souche, qui feraient de moi des quasi-Français, et de quelques autres dans cette salle qui ont de drôles de lignes, et qui sont des Français de pas bien longtemps, si je comprends bien, comme je le suis moi-même. Alors quoi? Qu'est-ce que nous défendrions, nous? Nous qui sommes de nulle part, nous qui sommes de partout parce que nous sommes de nulle part. Et non pas de nulle part seulement. Nous sommes de partout. Que devenons-nous? La grandeur, la splendeur de la patrie républicaine, c'est justement d'être radicalement ouverte. La nation est une construction et non pas une naissance. Cette idée de la construction, c'est ça que va défendre Jaurès en Argentine. Mais qui va construire cette communauté légale? Comment va-t-elle se bâtir? Par quoi cela va-t-il cheminer? Est-ce que ça va tomber du ciel? Oui, dit Nicolas Sarkozy, nous sommes une nation chrétienne. Il leur faut de l'ethnie, il leur faut du sang, il leur faut de la religion pour créer du lien dans la diversité des êtres. Là où nous ne mettons que de la politique et du civisme. Et Jaurès répond, qui va faire ce lien? La classe ouvrière, qui en se regroupant, parce qu'elle doit se regrouper pour défendre ses revendications, va dépasser la différence des langues, la différence des passions personnelles, la différence des religions, pour constituer une entité nouvelle, où en proclamant ses droits, en les revendiquant, elle va donc créer de la loi, car lorsqu'un avantage est arraché, on l'étend à tous, et alors cela fait de la loi, et il faut donc qu'il y ait une force qui impose la loi. Et c'est comme ça que vient l'État et la violence légitime de l'État. Par conséquent, la classe ouvrière se rassemblant sur ses revendications, portant son projet dans l'histoire, fonde la nation. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucune espèce d'opposition entre le patriotisme républicain, l'internationalisme socialiste et la passion d'écologie politique. C'est la même chose, c'est la cause de l'humanité universelle. Il n'y a pas de contradiction. Il faut surveiller ces choses avec beaucoup de précision, ne jamais laisser un mot glisser qui puisse introduire le doute. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce petit livre, La réplique aux chanoines de Latran, où je montre toute l'imagerie qui prétend résumer la France, qui prétend établir je ne sais quelle continuité entre l'ancien régime et la République. Nous sont des images d'abomination. Et nous devons être capables de lecture critique, y compris par rapport à celle des historiens républicains de la Troisième République, lorsqu'ils mettaient en scène des personnages de l'histoire de France pour se les approprier. Saint-Louis, qu'on nous sort à toutes les occasions, alors que la République ne connaît que le ci-devant Louis IX, fils de Capet à la je ne sais combienième génération. Le Saint-Louis en question est le premier qui a chassé les Juifs de France, qui a organisé des autodafés de Talmud et qui a inventé la peine de percement au fer rouge de la langue pour les hérétiques. Vous pouvez me dire en quoi c'est une valeur morale qui mérite d'être signalée qu'un personnage pareil? Tout au contraire, la République fait bien de bannir et de flétrir l'image de l'ancien régime. Des rois qui, comme disait Saint-Just, ne peuvent être que des monstres. Donc, voilà comment l'idée de nation est portée par Jaurès. Et voilà pourquoi elle nous intéresse et pourquoi le message est toujours d'actualité. Ensuite, quant à l'immigration, la leçon est de même nature. Il nous dit que ce qui est d'abord important, c'est qu'il est de l'intérêt général des êtres humains de s'organiser de telle sorte que tous nous y trouvions notre compte. Que chacun, suivant les possibilités, nous sommes quand même au début du XXe siècle, de son espace géographique, de son territoire, contribue au bien-être universel. Et donc, il pose l'immigration, d'abord dans sa douleur individuelle. Et vous autres, vous devez toujours porter la parole qui permet de se souvenir d'abord qu'immigrer est une souffrance. Écoutez les nantis, les bourgeois, les gavés, parler des immigrés comme s'ils étaient des voleurs de poules, des mangeurs du pain, des honnêtes gens. Quelque chose en eux de Rome.
comme c'est détestable. L'immigré, c'est le courageux, qui quitte son village, ses amours, sa famille, sa parentèle, les odeurs, les paysages, la douceur de vivre, et qui s'embarque pour une aventure dont il ne connaît pas le terme. Toute sa famille espérant avec ferveur, priant parce que beaucoup sont croyants, pour que l'enfant survive, et qu'il aille dans le pays riche et permette par ses efforts sa vie de misère totale, de faire vivre parfois non seulement la famille, mais le village tout entier. Pensez à cette chaîne des cœurs qui suit l'immigré. Imaginez-le arrivant depuis son village et découvrant les splendeurs de la grande ville, la douceur du béton sous les ponts, l'amitié de la police, la chaude fraternité des gens qui nous entourent. Vous savez bien quel arrachement, quelle dureté c'est. Et Jaurès parle de ça. Il a d'abord compris que c'est ça. Et que donc, avant d'avoir prononcé une parole en face de l'immigré, ce qui prévaut, ce doit être la fraternité humaine. Même si on est emmerdé jusque-là dans les problèmes, la main qui se tend, celui qui donne à boire, celui qui ouvre sa porte, celui qui propose un instant de fraternité, se comporte comme un républicain et se comporte dignement à l'image de l'idéal socialiste, puisqu'il a discerné dans l'autre le visage du semblable, comme l'étaient ces paysans de Champagné, pensant à des gens qu'il n'avait jamais vus et dont il ne savait même pas qu'il était possible qu'il en existât. Voilà ce qu'il ne faut jamais oublier. Le socialisme est un humanisme, est une fraternité humaine. Bon, et après, que dit-il? Comment l'immigré va-t-il se sentir attaché à la cause universelle? Par les droits, camarades, par les droits, parce qu'en conquérant ensemble des droits, alors on sait, dit-il, que dans mon pays aussi, on donnera des droits aux autres. Et alors l'humanité s'assemble et se regroupe à travers l'exercice et la conquête de droits nouveaux qui partent de la reconnaissance du statut humain. Si dans chacun de nos pays, nous considérons que l'autre est un être semblable, et que nous l'élevons au même droit que ce dont nous jouissons, alors nous faisons vivre l'humanité universelle. Et l'immigration ne devient plus qu'une circonstance de l'existence, plutôt qu'une flétrissure, une condamnation et un abaissement. Pensons à l'immigration en ces termes, et essayons maintenant, ça sera ma péroraison, de moderniser le tout. Je veux dire franchement la chose suivante. La France compte 64 millions de citoyens. Parmi eux déjà brassés de plusieurs générations, des gens venus de tous horizons. Il est largement temps de cesser de jouer du pipeau sur l'intégration. Je voudrais vous dire que nous sommes très nombreux à être parfaitement intégrés et à n'avoir que faire de ce genre de leçons. Et ceux qui sont à la deuxième ou à la troisième génération commencent à trouver pénible qu'on s'adresse à eux considérant ou leur frisure ou leur couleur de peau comme à des derniers arrivants. Car il n'en est pas un parmi vous dont l'un des 4 ou des 8 grands-parents ne soit lui aussi un étranger. Donc que cela vous plaise ou non, vous êtes tous des enfants d'immigrés. Et j'ajoute la chose suivante. Comme je l'ai dit à Bibrac l'année dernière, nos ancêtres n'étaient pas des Gaulois, et tant mieux. Parce qu'à rester entre soi, on s'ennuie à mourir. Et si vous voulez aller le vérifier, vous n'avez qu'à regarder la différence qu'il y a entre le 6e arrondissement de Paris, où ils sont tous blonds, yeux bleus et bien habillés, des costards 3 pièces, et vous venez dans mon arrondissement, le 10e arrondissement de Paris, et vous allez voir si c'est pas meilleur la vie parmi les bigarrés que parmi les monocolores. Après ça, j'annonce aux racistes et aux ethnicistes qu'ils ont perdu la partie. Car il y a quelque chose qui fait que les êtres humains ne vont pas regarder dans le code de la nationalité ce qu'ils peuvent se faire les uns aux autres quand ils s'aiment. Et voyez-vous, il se trouve que nous sommes le premier peuple d'Europe pour ce qui est des mariages mixtes. Alors il est peu probable que le dernier mot revienne au racisme. Mais il n'est pas impossible que le racisme aille contaminer jusqu'à des esprits qui n'ont aucune espèce d'intérêt, vous le savez bien. Cependant, il nous revient de dire que nous sommes capables de faire France de tout bois. Ceux qui sont là sont bienvenus pour produire, pour organiser, pour réorganiser ce pays. Et nous n'avons envie que d'une seule chose, que nous soyons tous ensemble bons Français
faisons la loi et la respectons en République, d'abord universelle à petite échelle, pour qu'elle le soit un jour à plus grande échelle. Amis, n'ayez pas peur, ne croyez pas ce qu'on vous dit, nous ne sommes pas trop nombreux. Le problème de ce pays, ce n'est pas l'immigration, c'est le mauvais partage de la richesse. Il y a de quoi vivre, il y a de quoi vivre. Les enfants des immigrés, celui qui a été pauvre paysan, puis ouvrier à la tâche, galérant et misérant, mais tout son amour et toute sa fierté à être sûr que les enfants font de bonnes études, et lui-même ne peut pas les aider. Mais toute son espérance est dans ses enfants. Et toute son espérance est républicaine parce qu'il attend de l'école qu'elle les élève. Et quelle fierté quand l'enfant a le baccalauréat. Les miens aussi étaient fiers que je sois le premier bachelier de la famille. Et quelle fierté quand il a le DUT, car dans nos milieux populaires, on cherche d'abord les diplômes professionnels parce que c'est eux qui élèvent complètement dans le savoir-faire et le savoir-être la dignité de la personne. Quelle fierté quand il a le DUT, quelle fierté quand il a le BTS, quelle grandeur quand il devient ingénieur, quelle splendeur quand elle devient avocate. La vie est belle, elle est grande, il y a à apprendre pour tous.